La maternité est une période de bouleversement organique, corporel et psychique. Ce qui était auparavant l'affaire de femmes est devenu aujourd'hui une affaire médicale. Si les avancées et le suivi médical réduisent le nombre de morts en couche, ce temps de la maternité n'en demeure pas moins un moment où la vie de deux êtres est engagée, mais aussi leur désir. C'est sur ce dernier point que nous allons tenter de voir comment la psychanalyse peut venir, en partenariat de la médecine, éclairer ce qu'il en est des enjeux psychiques de la maternité et de la périnatalité, tels qu'indiqués dans l'argumentaire de cette journée. En 2020, le hashtag #MonPostpartum a été relayé des États-Unis et plusieurs journaux s'en sont fait l'écho, desquels je vais citer certains écrits de femmes. Les douleurs, le sang, les pleurs, on ne nous prépare pas. C'est le pire moment de ma maternité. Ne plus pouvoir s'asseoir, n'être pas bien allongé ni debout, avoir peur d'aller aux toilettes, perdre du sang. Pendant plusieurs mois, la chute des hormones, la chute des cheveux. Une autre d'écrire, le plus dur a été le retour à la maison, la reprise du travail de monsieur et faire face aux pleurs à longueur de journée. Seule, démunie, épuisée, incomprise. Ces femmes écrivent dans cet hashtag une réalité aux prises avec ces effets organiques, corporels et psychiques que je citais tout à l'heure. La perte, la fatigue, un frottement avec le réel qui laisse le moi dans une impuissance. Lorraine indique, dans ses écrits de ce hashtag, « Durant toute la grossesse, on a des cours sur la poussée lors de l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement. Mais bon sang, j'aurais aimé être préparée à ces 2 mois de solitude, de détresse et de chute hormonale qui dévastent un corps et un esprit. » Une autre d'écrire qu'elle aurait aimé être informée du retentissement psychologique. Elle dit donc que l'attachement n'est pas automatique et que même si on n'est pas submergé par cette vague d'amour absolu envers son bébé, on n'est pas une mauvaise mère. Que ce sentiment viendra plus tard et qu'on n'est pas seul à ressentir ça et à s'en sentir coupable. Une autre d'ajouter, j'aurais aimé savoir que parfois on est tellement à bout, tellement épuisé, tellement perdu, qu'on a des pensées vraiment terribles qui peuvent survenir, qu'on peut en vouloir à son bébé de vous mettre la misère, même si vous savez qu'il ne le fait pas exprès. Là, nous pouvons entendre l'imaginaire qui se tisse à cet événement de vie, avec ce risque que le bébé devienne l'objet de l'agressivité de la mère, prise elle-même dans une détresse. Les 4 femmes ayant relayé ce hashtag avaient pour visée, et là je cite, de raconter le sale, le travail et la douleur pour que les femmes ne se sentent plus seules et ne se soumettent plus à l'injonction de rester pudiques sur leurs souffrances. Là émerge un paradoxe, car justement cette expérience de la maternité frotte la femme à une expérience de solitude, quand bien même d'autres femmes ont déjà vécu l'expérience avant elle. Cela n'exclut pas cette initiative de parler du postpartum et cette invitation à ce que les femmes puissent parler de leurs souffrances et ne pas s'inhiber est bienvenue. Mais parler ne peut se faire sur les réseaux sociaux. Ces écrits déchargent certainement une violence ressentie par ces femmes, mais ils ne permettent pas une construction. Si cette expérience peut être partagée, il y a une dimension singulière et subjective avec la maternité, et la souffrance qui peut l'accompagner indique combien le psychanalyste est un interlocuteur privilégié dans ce moment de la vie d'une femme, puisque précisément, il est habilité à entendre la souffrance. L'expérience qui a été la mienne reconnaît les lignes écrites par ces femmes, mais ce que j'entends aussi comme différence très nette est le fait que j'avais un espace pour parler librement mes pensées, ma psychanalyse. La personne qui assure ma psychanalyse a d'ailleurs assuré jusque dans les jardins de la maternité par téléphone. Première bouffée d'oxygène dans cette expérience de détresse qui fut la mienne. Mon intérêt pour l'Hilflosigkeit freudien, terme traduit par détresse, impuissance ou encore des aides, trouve son origine dans cette expérience enseignante pour moi-même. Ces écrits tirés de cet hashtag se font l'écho de cette Hilflosigkeit éprouvée par ces femmes. J'ai évoqué les différentes traductions du mot allemand car elles pourraient reprendre différents champs que recouvre l'Hilflosigkeit. J'entends la détresse comme celle de l'être dans l'expérience de frottement avec le réel,
l'impuissance, celle dans laquelle le moi se trouverait propulsé du fait de cette expérience, et enfin des aides pour cette position de l'être qui pourrait alors s'engager dans la voie de construire autrement son existence que sous ce prisme de l'aliénation moïque. Mon hypothèse étant que l'expérience de l'Hilflosigkeit serait propre à ouvrir vers une possibilité de construction d'une position féminine, position ayant trait à l'acceptation de la castration symbolique. Dans un entretien à elle, Chantal Birman, qui va bientôt arriver, a déclaré suite au documentaire À la vie d'Aude Pépin, l'accouchement est à la fois un moment de fragilité et une poussée de croyance incroyable dans une vie. Dans ce documentaire, elle indique qu'avec la naissance d'un enfant, il s'agit de moments où on a la possibilité de comprendre des choses. Ainsi, nommer ces choses en psychanalyse est bienvenu pour les éclairer. Je propose donc de poursuivre avec Margot, psychanalysante et mère de jumeaux. Mon hypothèse est que d'assumer cette détresse, une voie possible vers la castration symbolique s'ouvre. De rester dans une dialectique moïque produit soit d'éprouver une impuissance sur un versant dépressif, soit de la combler en tentant de tout faire, de nourrir l'idée d'être la seule qui peut faire. Ce sentiment de détresse lié au frottement avec le réel produit des effets sur le moi, et ce moment peut propulser vers le symptôme. Nous pensons que le baby blues, au-delà de la question hormonale, serait cet effet d'impuissance sur le moi dans ce lien au réel. Nous avons vu, avec le hashtag mon postpartum, que l'accouchement est suivi de chutes, de pertes, d'une expérience de solitude. Certaines femmes tombent même dans une dépression postpartum. Le symptôme signalerait que quelque chose tente de nouveau de se faire entendre du champ de la castration. D'autres pourront renverser cette impuissance vécue en puissance. Mais alors, il s'agira de renforcer une aliénation moïque. L'être peut de nouveau fuir et recouvrir sa détresse par des subterfuges, des arrangements, des manigances afin de ne pas reconnaître pour lui-même ce savoir qui émerge. L'angoisse en serait une manifestation. Je cite Freud, « Si l'on explorait les conditions de l'angoisse réelle, on parviendrait logiquement à la conception que la conscience de sa propre faiblesse et de son propre désel est aussi l'ultime fondement de la névrose. » Mais Margot l'indique, elle ne reste pas derrière cet écran qu'est l'angoisse et continue d'associer librement ses pensées, animées par son désir de savoir. Une autre voie est possible, celle de la construction d'une position féminine qui ne serait pas du semblant, et nous allons y revenir plus tard. Margot nomme ce devoir impossible et ouvre une voie possible, celle du travail et de compter avec son mari. Éric Laurent écrit dans Position féminine de l'être, « Il y a pour le sujet féminin, dans l'amour, une zone qui peut se présenter comme une sorte de plaque tournante où le sujet s'avance toujours plus loin dans donner tout à l'être aimé, sur une voie où le sujet essaie, au nom de l'amour, de transformer son avoir en être. Tout donner pour être tout. À s'avancer dans cette voie, il se produit inexplicablement une bascule. Le sujet s'aperçoit qu'il n'est plus rien pour l'autre, qu'il est déchet malmené, qu'il se retrouve vide. Je poursuis avec les associations de Margot. Je me suis fait une réflexion et je pense que ça veut dire beaucoup. Je me suis dit qu'avec la naissance de mes bébés, ma vie s'était terminée, ma vie à moi. Je me suis dit que c'était normal, que c'était difficile si je pensais comme ça. Je ressens un soulagement, car quand j'y pense, comment j'ai pu penser un truc comme ça? Répondez à votre question. À cause de ce but enfantin, et parce que j'ai jamais pu imaginer ma mère dans un autre rôle que mère. Donc je me disais que lorsqu'on était mère, on n'était que ça. Mais non. Je ne suis pas que mère, mais aussi une femme. Oui. Ça me paraît hyper cliché, mais c'est important ce que je formule. Donc, la vie ne s'arrête pas quand on devient mère. Je crois que j'avais imaginé être mère comme un truc incroyable, que je ne pouvais même pas imaginer tellement c'était bien. Mais ce n'est pas cela. Donc il y a une déception. J'ai peut-être été un peu déçue. Margot peut nommer sa déception par rapport à sa représentation imaginaire de la maternité. Cette déception n'est pas une joie, mais elle offre la possibilité pour Margot de ne pas s'enfermer dans une jouissance mortifère avec ses enfants
en restant dans ce cocon, comme elle le nommait. Aussi, cette déception reconnue, accueillie par Margot, offre une possibilité pour accueillir un autre positionnement que celui d'une mère dans une position d'absolu, de grand autre. La séance suivante, elle dira « J'ai eu mes règles, j'avais oublié que ça allait revenir, comme si mon corps appartenait à mes bébés. Et avec l'arrivée de mes règles, je récupère mon corps. » Pour Sigmund Freud, l'Hilflosigkeit est ce moment de désaide dans l'état d'impuissance du tout-petit. Il s'agit d'un état de dépendance à l'autre qui propulse l'être dans une aliénation. Comme le reprend Nicolas Guérin, et je le cite, « Générateur de tension, le désaide est ainsi le paradigme de la situation traumatique et l'autre secourable, maternel ou paternel, censé apaiser la détresse du sujet, y prend dès lors une valeur accrue, voire omnipotente. » Ce que nous avons vu avec l'expérience de la maternité et le frottement au réel est cette réactivation de cette situation traumatique de détresse. La spécificité de ce moment de la vie d'une femme et cette expérience possible que cet autre omnipotent n'existe pas. Être mère mais face à sa solitude, comme les femmes en témoignent. C'est cette expérience de solitude confinant au réel qui invite à une possible construction. Guérin de poursuivre concernant ce concept d'Hilflosigkeit en s'appuyant sur l'apport lacanien. Pour Lacan, le désaide tel qu'atteint au-delà de l'angoisse ne se confond pas avec un état de détresse, mais est au contraire arrimé à un affect de satisfaction. Il marque un franchissement subjectif où le sujet réalise et consent à sa solitude. Sans l'autre donc, mais pas sans quelques autres. La cure psychanalytique est ce qui permet à une femme, par les filets du symbolique, de tisser ce réel auquel elle est confrontée dans cette expérience de la maternité, afin de ne pas recouvrir cette Hilflosigkeit, mais d'avancer sur son propre rapport à la castration symbolique. Comme nous l'avons vu avec Margot, approcher la castration d'un grand autre qui détiendrait un savoir absolu, mais aussi avancer sur sa propre position de désaide, sa propre castration, afin d'accueillir le concours de l'autre, par exemple son mari, en l'occurrence, en faisant place à ce dernier.